Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le deuxième numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on parlera essentiellement handball, la deuxième fois de suite, puisque la semaine passée, c'était le retour à la compétition. On parlera de la deuxième journée du championnat excellence messieurs, mais aussi de la préparation de nos féminines, équipe nationale dames pour les championnats d'Afrique qui auront lieu décembre en République démocratique du Congo, et puis on fera un petit retour en arrière sur les Jeux olympiques de Paris avec les consécrations algériennes et surtout les enseignements à prendre pour se projeter sur les prochains événements, grands événements, notamment les championnats du monde dans différentes disciplines et les Jeux olympiques. Pour ce deuxième numéro, on retrouve notre ami Badardine Belhadjouja, notre consultant dans cette émission 52 minutes chrono. Badardine, bonsoir et heureux de vous retrouver, comme chaque lundi. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed. Bien content, comme à chaque fois, content de retrouver nos chers téléspectateurs et à alimenter le monde sportif d'information. Voilà, donc Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Badaro, ravi comme chaque semaine et j'espère qu'on va passer un bon moment. Oui, avec nos chers amis téléspectateurs, surtout qu'aujourd'hui on fête le 28 octobre, date du recouvrement national, la reprise de la radio, la télévision, il y a de cela 62 ans, et bien on va souhaiter un joyeux anniversaire à tous les employés de la radio et de la télévision algérienne pour cet événement, à savoir le 28 octobre, et c'est le moment également et l'occasion de se remémorer, j'y arrive, ceux qui ont fait cette radio et télévision, ceux qui ont bâti ce grand immeuble. Un hommage n'est pas suffisant pour ces hommes et ces femmes qui ont fait la télévision et la radio. Effectivement, vous savez, une génération qui a tant donné. Donc moi personnellement, j'aimerais rendre hommage à certaines personnes que j'ai connues et d'autres non peut-être, mais qui ont fait de la radio et de la télévision, qui ont pris en main cette institution nationale après l'indépendance et qui ont travaillé d'arrache-pied, souvent sans d'énormes, si vous voulez, moyens, mais ils se sont donnés avec amour, ils se sont donnés sans ménager aucun effort. Donc je pense forcément à Ben Yakhlef Abdallah de la chaîne 3, je pense à Chérif Zelouala de la RTA côté Constantine, je pense à Salah Mohamed, qui n'a pas connu Salah, celui qui a commenté la Coupe du Monde de 82, je pense à Mustafa Mansri d'El Haddaf, ce n'est pas le Haddaf d'aujourd'hui, mais le Haddaf de Constantine, pas actuel, oui, oui, El Haddaf, oui, oui. Sid Ali Azoug aussi, de Le Haddaf, hebdomadaire en français, bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas connu cet hebdomadaire. El Hashmi Hantaz de la chaîne 3 de la station régionale d'Oran, et puis Faisal Hafaf de la chaîne 3. Ce sont des noms qui sont restés gravés dans nos mémoires. Je leur rends hommage, je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas cités peut-être, mais ce sont des gens qui ont travaillé sans calcul pour que l'information passe à la population, que ce soit une information sportive ou autre. Donc vraiment, nous sommes chanceux grâce à ces gens qu'aujourd'hui les nouveaux journalistes et les nouveaux, si vous voulez, qui ont pris le relais sont là dans une Algérie indépendante. Ils avaient relevé le défi de reprendre les rênes après le départ du colon, et aujourd'hui le flambeau est porté par, vous venez de le dire, par ces jeunes à l'image de Sid Ahmed Bouraïb. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de travailler dans cette grande télévision, la télévision algérienne, notre télé-mère est chère, bien évidemment. Vous, jeunes journalistes, vous êtes également un enfant de la télé puisque votre maman a également exercé ici. Bon, d'abord, c'est un honneur. Tout journaliste algérien rêverait de travailler ici à la télévision algérienne. Et c'est une occasion aussi pour rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés, à tous ceux qui sont morts, Allah yarhamhum, à tous ceux qui sont encore en vie, de leur rendre un grand hommage. Et nous, la nouvelle génération, eh bien, on va marcher sur leurs pas. Et le métier de journaliste,
le métier dans l'audiovisuel, c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Et on espère être à la hauteur des espérances et faire notre boulot et donner l'information exacte. Vous sentez un petit peu la lourdeur de cette tâche sur les épaules, appartenir à la télévision et vous êtes pratiquement relever le défi et surtout faire ce que nos aînés nous ont laissé. Bien sûr, mais le chemin il est encore Très lent, encore très lent. On est au tout début. On a encore beaucoup à apprendre, Martin. Inch'Allah, vous allez beaucoup apprendre. Vous allez Oui, j'avais oublié votre papa, hein, le défunt Abdelkader Hammani, que j'ai connu à travers un grand monsieur du sport, c'est Mohamed Jamal, qui était son ami, son compagnon, qui ont travaillé aussi les deux au niveau de la Fédération algérienne d'athlétisme. Donc votre père a donné beaucoup à cette institution de la télévision, donc je lui rends hommage. Voilà, merci beaucoup. L'hommage également est fait par les images, puisque c'est le fondateur et le premier responsable du service des sports. On balance quelques images, une dimension, on va s'attacher à une dimension sonore et visuelle de ce qu'était Abdelkader Hammani. Un esprit sain dans un corps sain, bien sûr. Au hasard de nos différents reportages, nous avons pu constater que ce vieil adage n'avait rien de platonique chez ceux pour qui la réussite était certaine. Changement de décor cette fois-ci, et nous remercions Saadi d'avoir bien voulu se prêter à ce petit jeu de pronostic en compagnie de Mourta Boudra que nous retrouvons maintenant. Et vous savez que certains joueurs sont déjà dans nos murs depuis quelques jours et qui vont opérer dans cette équipe nationale afin de rechercher l'indispensable cohésion qui nous permettra peut-être de remporter ce match. C'est ce que je crois, espèrent tous les téléspectateurs sportifs algériens. On a vu l'entendre parfois menacé dans certains matchs et arriver à reprendre le dessus. Oui, je crois donc qu'il y a un caractère, un esprit qui règne. Oui, je crois que tous les spectateurs s'en sont aperçus. Oui. Et ce n'est pas dû seulement à l'entraînement, mais aussi en ce qui concerne l'entraînement. Je crois que vous avez reconduit Aribi. Oui, Aribi, c'est toujours en principe l'équipe de l'entente certifiée a été comme créée. Quelles sont les nouvelles des joueurs? Là, je vois Salhi qui se démène comme un beau petit diable. Oui, Salhi. Il est en bonne condition physique, Salhi. Salhi vient de... Il a l'air de détaler, là. Oui, il vient juste de rentrer d'Alger, quoi. D'après le professeur Ferrand, et ben... Alors, vous avez vu comment se faisait la préparation Vraiment, je suis ému d'abord par l'image, et on voyait qu'il n'y avait pas de moyens, on le sent qu'il n'y avait pas de moyens, mais c'était des hommes engagés d'abord, engagés pour l'amour de ce métier. Mais ce qui a attiré mon attention, des joueurs de football à l'époque jouaient au basketball, se préparaient par une autre discipline. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui on est dépassé? Vous prenez un joueur européen, il sait jouer au tennis, il sait jouer au basketball, il sait faire des courses de haies, etc. Donc, c'était une formation multiforme. On faisait sortir le joueur de cette pression, de ce qu'il avait à faire avec son pied pour aller se préparer autrement. Mais c'est extraordinaire. Ce qui se faisait avant, voilà, le service des sports a grandi, a donné de grands noms tels que بن يوسف وعدية الحبيب بن علي ربي يرحمه دريس دقيق بشيري محرز مسعود الدراع Dakar également العيد Dakar plusieurs noms donc aujourd'hui l'aventure se poursuit pour le service des sports et le hasard fait bien les choses puisque la belle fille de Benis Fouadia, c'est elle qui réalise aujourd'hui l'émission. Pour nous, Yasmine, voilà un petit coucou à elle et à son époux. Voilà, l'aventure se poursuit pour la télévision. On continuera de faire notre service public pour vous, chers amis téléspectateurs. Et un petit coucou à ma maman qui a été assistante sociale au niveau de la radio nationale.
On commence donc par le handball et l'équipe nationale féminine qui se prépare. Elle a eu à jouer 2 matchs amicaux avec le même adversaire, le Sénégal. C'était à Harsha, jeudi et samedi. Et Riyad Belkhadim a couvert pour nous le 2e match et revient sur la préparation de notre équipe nationale. Et on va en débattre juste après. Il n'y avait pas grande foule vendredi dernier pour assister à la seconde défaite des Algériennes face aux vice-championnes d'Afrique. La différence de niveau était encore palpable puisque notre sélection dames s'est encore inclinée face à son homologue sénégalaise sur le score de 30-24 en amical à la salle Harsha Hassan en vue du championnat d'Afrique des Nations qui débutera le 27 novembre prochain en République démocratique du Congo. Il s'agit donc de la seconde défaite du set national face aux Sénégalaises après celle plus large concédée 2 jours avant sur le score de 32-19. Pour la demi-centre du club de Cannes, Camilia Slimani, ce stage sera très certainement bénéfique avant le rendez-vous continental et le travail finira par payer. On a passé une bonne semaine de travail assez intense. On est un groupe élargi, donc ça nous permet de bien travailler. Il y a encore des choses à mettre en place. Et ce 2e match, on avait quand même à cœur de proposer, de montrer quelque chose de différent par rapport au premier. Ça prouve qu'on travaille bien et qu'on est sur la bonne lancée. Moi, je suis pour le handball local, donc il faut continuer, il faut qu'on fasse avec les éléments qui sont forts dans notre pays, parce que le handball, c'est quelque chose qui vit ici. Et nous, on va essayer en tout cas de venir et d'apporter des choses qu'on apprend à l'étranger pour faire une bonne alchimie et qui met rolo pour que la mayonnaise, elle prenne bien. Il ne faut pas partir avec l'idée d'appréhender, il faut partir avec des forces et avec des certitudes. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Les protégés du coach Riyad Oulman entameront le tournoi africain avec comme objectif d'aller le plus loin possible dans la compétition. On dit l'appétit vient en mangeant, mais nous on va à fond. Votre passage aux Jeux africains m'a fait prendre conscience qu'on est à ça. On est à ça. Vous êtes à ça de quoi? On est à ça de faire... Passer à un autre palier? Ben oui. Quand est-ce qu'on va penser, quand on va décider d'aller vers le haut? Je veux des guerrières. C'est quoi, le dernier carré? Pourquoi pas le dernier carré? On aura Cap Vert, Égypte, Sénégal, RDC, Congo plutôt, c'est pas RDC, Congo et le Kenya. On n'a qu'à gagner 3 matchs. Côté sénégalais, ce stage s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Comme dit l'entraîneur algérien Yassine Messoudi, sa sélection est prête et il est très satisfait de son groupe en pleine reconstruction. On a pu travailler dans d'excellentes conditions. Vraiment, le complexe de Foucault est exceptionnel. On a été accueillis avec beaucoup de bienveillance et on s'est mis à notre disposition. Donc on a pu travailler dans d'excellentes conditions. Maintenant, on a fait 2 matchs. Pour nous, c'est un effectif nouveau avec des joueuses qu'il fallait tester. Donc on ne se concentre pas trop sur les résultats. Là, l'idée, c'était de pouvoir évaluer chaque joueuse et notamment les secteurs qui nous sont un peu difficiles en ce moment, c'est défensivement. Je le trouve très permissif. Je n'ai pas aimé encore plus aujourd'hui la façon dont on a collaboré. Donc ça, c'est un vrai axe de travail pour moi. Et nous, on veut continuer à participer au championnat du monde. Donc on espère être demi-finaliste, Inch'Allah. Versées dans la poule A de la Coupe d'Afrique des Nations, les handballeuses algériennes dirigées par Riyad Oulman débuteront la campagne africaine face au Cap Vert. Ensuite, ils affronteront l'Égypte, le Congo, le Sénégal, et enfin le Kenya. Les 4 premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Voilà, sparring partenaire comme adversaire au premier tour des championnats d'Afrique prévu du 27 novembre au 7 décembre en République démocratique du Congo. Il faut rappeler Bdardine Belhadjouja que l'équipe nationale avait entamé le 10 octobre, ce mois, donc un premier stage de préparation réservé aux joueuses locales avant que les joueuses professionnelles ne rejoignent le groupe. Et cette préparation prendra fin donc le 27 octobre, donc a pris fin donc le 27 octobre. Donc
Préparation, il n'y a pas eu une longue période de préparation par rapport à cet événement, alors que le Sénégal se projette déjà sur le championnat du monde. Bah oui, vous savez, la moindre des choses à dire, c'est que ce n'est pas une préparation complète. Hein. Là, on regroupe les filles à quelques jours avant l'échéance. Je pense que c'est insuffisant. Bien sûr, on n'a pas tous les paramètres pour dire est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien. Moi, j'aurais voulu, par exemple, accueillir l'entraîneur national pour nous expliquer un projet. Hein. Quelqu'un qui prend une équipe nationale, un entraîneur qui prend une équipe nationale, il y a un projet, il y a un contrat entre lui et la fédération pour qu'il y ait un travail minimum à moyen terme. Ce n'est pas uniquement à l'arrivée d'une échéance qu'on va préparer des jeunes filles. Or, qu'on sait que le championnat n'a pas encore débuté. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu discussion avec la fédération et ce monsieur Oulman Riyad pour le long terme, c'est-à-dire ça va devenir juste un essai pour les championnats d'Afrique, il faut le dire. Les filles ne sont pas encore en bonne cohésion, surtout qu'il y a des joueuses locales et des joueuses qui viennent d'autres horizons, des Algériennes qui évoluent à l'étranger. Donc, est-ce que c'est suffisant? Je dirais non. Il ne va pas y avoir une bonne cohésion, donc ce n'est pas un objectif à viser à court terme pour les championnats d'Afrique. Le geste de Riyad Oulman au micro de Riyad Belkhadim, quand il fait ça, ça reflète un petit peu la frustration de oui, forcément. l'entraîneur. Forcément, maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, est-ce qu'il y a un projet à long terme avec cette équipe nationale? Arrêtons le bricolage. Quand on installe un entraîneur national, que ce soit pour le handball ou bien pour une autre discipline, il faudrait que ce soit pour le long terme, pour qu'il fasse du bon travail, pourvu qu'il ait en main des périodes de préparation avec cette équipe nationale aussi. On ne peut pas aller à un championnat d'Afrique sans qu'il y ait de compétition dans les jambes. Les filles ont fait 2 matchs contre le Sénégal et je m'étonne, elles sont dans le même groupe. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Je ne saurais pas vous dire. Voilà, on va attendre le début de la compétition. On va tout de même souhaiter bonne chance à nos capés. On va rappeler donc les Algériennes débuteront leur campagne africaine face au Cap-Vert. Ça sera le 27 novembre avant d'affronter respectivement l'Égypte le 28, le Congo le 30, le Sénégal le 1er décembre et le Kenya le 3 décembre. Sachez que les 4 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, tandis que les 4 premières du classement final seront qualifiées pour le mondial 2025 prévu en Allemagne et aux Pays-Bas. Voilà pour le handball féminin. On arrive cette fois-ci à la pratique masculine et le championnat excellence. Deuxième journée, Sid Ahmed Bouraïeb. Cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de forfaits comme lors de la première journée. Tout à fait, Mokhtar, il y a eu un seul match qui ne s'est pas joué, on va en parler tout à l'heure. On vous a fait un sujet sur un match entre Ouatlilet et Ouargla. Ouargla qui voulait enchaîner une deuxième victoire de suite alors que Ouatlilet avait pour objectif de gagner pour la première fois cette saison. Je vous propose de voir tout ça dans ce sujet de Sarah Dreb. De la saison pour le Mouloudia de Ouatlilet qui a reçu l'Ittihad de Ouargla, déterminé à confirmer les résultats de la première journée. Le début de cette rencontre était plutôt équilibré entre ces deux équipes. Boubacar s'est illustré du côté du Mouloudia et Femina du côté de l'Ittihad. Les coéquipiers de Haytham ont rapidement pris l'avantage durant le premier quart d'heure de cette première période grâce aux arrêts du gardien et à l'efficacité offensive. Dans les dernières minutes de cette manche, les coéquipiers de Aliaoui ont repris l'avantage. Fin de cette première mi-temps en faveur des visiteurs sur un score de 13-12. La deuxième période a été marquée par beaucoup de suspense. Les locaux ont pris l'avantage grâce à Zerni et Kenrouch. De leur côté, les coéquipiers de Maamri ont tenté à plusieurs reprises de réduire l'écart. Les 10 dernières minutes ont vu le réveil des camarades de Zayn qui ont élargi l'écart avant que le match se termine avec 3 points d'avance pour le Mouloudia de Ouatlilet qui enregistre sa première victoire de la saison. هذا ما كان الماتش اللي فات كما شفتوا بريباراسيون شويه مدبدبه
الحمد لله ريكوبيرينا في هذا الميكروسيكل هذا تاع 6 جور بليس ان ماتش اميكال وين حكموا لي روبر تاعهم سيرتو البلون فيزيك ان شاء الله ولينا ريكوبيرينا ان شاء الله الحمد لله لو ميريت توجور لي جوار. كان نقص تركيز من بعض اللاعبين وخاصه في الشوط الثاني وين ضيعنا كور سهله ساذجه وهذا ما خلى الفريق كانت عنده كما نقول لك اون انفلونس يعني على المونطال تاع اللاعب. Voilà, c'était un retour sur le match entre Oued Tlilet et l'équipe de Ouergla, victoire de Oued Tlilet 28-25, alors que Ouergla avait remporté son premier match la semaine dernière, et toujours dans le même groupe. Vous devez donc couvrir le match entre Bir Moulad Raïs, le derby algérois entre Bir Moulad Raïs et El Biar. Oui, tout exactement, Mokhtar. On va parler du début. D'ailleurs, on est arrivé. Le match était prévu vers 16h. On est arrivé à la salle un quart d'heure avant. Et première surprise, il y avait déjà les joueurs et tout le monde, les entraîneurs, dans le parking. Donc on a su qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oui. On a demandé qu'est-ce qui se passait. On a dit que le match était finalement prévu à 17h puisqu'il n'y avait pas d'arbitre. Oui. À 16h30, les joueurs sont rentrés à la salle pour commencer l'échauffement. Oui. Et le match est de nouveau reporté car on avait prévu que les arbitres qui avaient officié le match de l'équipe nationale à Harsha devaient rejoindre la salle de Braqi pour arbitrer le match. Oui. Donc problème d'arbitre persistant. Entre-temps, la pluie a commencé... il a commencé à pleuvoir et la salle de Braqi a un petit problème sur le toit. Donc, il y a eu l'infiltration. Exactement, l'eau a commencé à infiltrer. Il y avait des flaques d'eau qui se sont sur le sol. Ouais. Et les joueurs, entre-temps, ils s'échauffaient, ils ne se sont pas arrêtés pendant 1h30. Ouais. Il y a tout le monde qui discutait, on ne comprenait rien. Des palabres interminables. C'était vraiment la débandade. Oui. Et finalement, les arbitres sont arrivés vers les environs de 18h. Donc 2 heures de retard par rapport à l'horaire initial. 2 heures après l'horaire initial. On a décidé d'annuler le match car il y avait de l'eau sur le parquet. Voilà. Les arbitres qui discutaient avec les joueurs. Et la décision donc a été prise de ne pas jouer ce match pour cause d'infiltration d'eau. Le problème initial, c'était les arbitres qui n'étaient pas arrivés à... Dans ce cas de figure, on devait appliquer la loi et pour échapper... Oui. On devait appliquer la loi qui dit qu'une demi-heure après l'horaire, s'il n'y a rien, on arrête le match. Donc la loi n'a pas été appliquée durant cette rencontre. Oui. Et on nous a dit que c'était la présidente de la fédération qui a demandé à ce que le match se joue coûte que coûte. Coûte que coûte. Et finalement, ça ne s'est pas joué. On a trouvé... Sauvé par la pluie, finalement. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas la pluie. Voilà, on aurait attendu. En tout cas, il y a eu du retard. Ça s'est répercuté sur la retransmission et de la radio et le travail journalistique que vous deviez faire. Le respect des horaires. Alors, on parle d'une grève des arbitres qui est derrière ça. On le saura. En tout cas, la fédération a décidé de faire jouer le match mardi à partir de 18h à la salle Harsha. On va écouter, avant d'avoir les impressions de Badardine Behadjouja, on va écouter les impressions. Les deux entraîneurs qui n'étaient pas contents. Certainement. Ils sont déçus d'avoir attendu plus d'1h30. On les écoute. Notre équipe d'El Biar s'est déplacée à Braqi pour jouer le match contre Bir Moulad Raïs. Dommage qu'on n'a pas joué à cause, on dit, ما نقولوش غير الروتار تاع لي زاربيت مي التيران اللي امبراتيكابل vraiment dommage. Il y a plusieurs salles en Algérie qu'on peut jouer, mais dans une salle كيما هذه والله vraiment عيب نلعبوا في هذه الصاله. Seulement la première journée, on n'a pas joué contre Shalom El-Aid. Le problème d'argent pour le club de Shalom El-Aid. La deuxième journée, la même chose. On a vraiment dommage pour le handball. On dit لازم
نطوروا كره اليد مي مالوريزمون هكذا ما امبوسيبل. دوماج حنا اليوم كنا حابين نلعبوا المقابله هذه مع الجار فريق الابيار. دوماج راكم تشوفوا الصراحه القاعه شنو على القاعه هذه امبراتيكاب شتا منايا، وحنا المقابله كانت جري على 4 ومع الفيدراليه كلمونا باش نلعبوا المقابله على 5. وكما تعرفوا الفريق الوطني تاع السيدات راهو يبريباري في حرشه. حنا ما نقدروش دوك عباك الفريق الوطني هو الاول قايتك لي زاربيت اربيتراو تما، ومع لو طون اللي لحقوا لهنايا لحقوا جوال 5 هكذاك مع الشتاء هذه صاله امبراتيكا ما قدرناش نلعبوا. اكيد باش نكون عارف حنا سمانه كومبلي كنا نحضروا في المقابله هذه، الفريق يحضر في المقابله وسورتو مع الجوار كنا بريباريو فيه الماتش يبدا على 4. هما من 2:30 هما هنايا مع الكونسونطراسيون تاع الفريق من 2:30 هما اسكو لعبوا ما لعبوش مع على 4:30 ل 5. الجوار دي كونسونطرا مهما واش دير له الجوار عنده وقت عنده نديري تاع 4 سوايع وهو يشوفي مع خطره يلعب ما يلعبش يلعب ما يلعبش. الجوار تخرج له كونسونطراسيون يخرج كاع من المقابله. On est d'accord avec Rizqi Mellal, qui était déjà joueur, il est actuellement entraîneur. L'incertitude fait pratiquement vider l'adrénaline du joueur quand il est prêt pour un match. On ne peut qu'être d'accord avec les entraîneurs, le désarroi est là. C'est une situation alarmante, il faut le dire encore une fois aujourd'hui. 2 heures de retard. On va jouer, on va pas jouer, 4 heures d'échauffement pour les joueurs, qu'est-ce qui va rester comme énergie pour le match déjà comme énergie, hein, voyez-vous, et puis les intempéries, rajoutant à cela plutôt l'infiltration, pardon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'on peut faire de la performance avec une situation pareille? Ce n'est pas possible. Il faut s'attendre à plusieurs reports puisque la pluie va s'installer. On ne va pas jouer à 2 fois de suite. Vous savez, un entraîneur, il est dans des situations critiques parce qu'il a un microcycle d'une semaine à travailler, sachant qu'il a une compétition en fin de semaine. Ça veut dire qu'il va donner un repos à un certain moment, il va élever la charge d'entraînement au milieu de la semaine, il va la baisser à 2-3 jours avant, ne garder que l'intensité, mais en définitive, il ne joue pas. Donc, qui est dans cette situation alarmante? C'est le technicien et les joueurs. Oui. Donc c'est le côté technique et qui veut dire la performance. Donc on n'est pas en train de faire de la performance avec des moyens comme on vient de le voir. Écoutez, je pense que la sonnette d'alarme, il faut la tirer d'un côté, il faut aller, parce que c'est la même situation pour toutes les autres disciplines, même les 4 sports co, plutôt les 3 sports co, pardon, pas le football, mis à part, parce que c'est un phénomène. On le met de côté. Mais les 3 sports co, ça va être la même chose. On l'a vécu l'année dernière, on l'a vécu l'année d'avant. Donc je pense qu'il faut aller vite à une réforme. Inch'Allah, une réforme. En tout cas, nous avons contacté le chargé de com du ministère de la Jeunesse et des Sports pour avoir parmi nous le DG des Sports, M. Tariq Hassani, qui est de la famille du handball, pour avoir son écho, son de cloche sur une éventuelle réforme, pour savoir est-ce qu'il y a une stratégie future pour notamment les disciplines collectives. On nous a dit que son programme était trop chargé. On va reporter ça très prochainement, mais ça serait bien qu'on ait déjà des informations émanant de la tutelle concernant la prise en charge, une prise en charge réelle des sports collectifs et de passer pourquoi pas au semi-professionnalisme pour éviter un petit peu ce marasme et surtout cette situation délicate qui touche pas mal de disciplines collectives. En tout cas, ce match entre Birmandres et El Biar se jouera à la salle Harsha ce mardi à partir de 18h. Et la bonne nouvelle pour les téléspectateurs surtout, c'est qu'il y a eu une convention entre la fédération la semaine passée, la fédération et la télévision algérienne. Il y aura normalement chaque week-end un match retransmis, un match de handball retransmis sur la chaîne nationale et la chaîne Canal Algérie pour un petit peu relancer, ça aidera à relancer et faire la promotion
de ce sport qui a tant donné pour l'Algérie. C'est une bonne chose sur le plan médiatique. Absolument, absolument. C'est un paramètre qui joue en faveur du handball algérien. C'est la médiatisation des matchs, etc. C'est un paramètre jouant pour la performance. Maintenant, reste le plus gros, c'est en dehors de ce paramètre de médiatisation, il va falloir que la fédération réagisse dans le bon sens. Vous savez, Mokhtar, sans citer certaines disciplines, certaines fédérations, j'ai vu des fédérations faire un séminaire en fin de mandat. Ça ne rime à rien. Je fais un séminaire national technique en début de mandat pour mettre en exergue le programme voté, si vous voulez, le programme fait par, et une feuille de route qui est faite par le président de fédération à son élection. Ouais. Donc au début normalement d'un mandat, que la fédération prépare un séminaire national élargi pour traiter de tous les problèmes qu'a vécu une fédération. Par la suite, on peut parler de réformes proprement dites, de réformes émanant du ministère, mais en faisant participer toutes les bonnes volontés et surtout les techniciens. C'est ce qu'on espère, espérant que votre message passera à présent. On découvre les résultats de la deuxième journée, on se retrouve juste après. Deuxième partie de 52 chrono de ce deuxième numéro, on va s'intéresser à on va faire un petit retour sur les Jeux Olympiques et ce qui a marqué notamment en boxe féminine, puisqu'il y a eu une première médaille d'or. On a parlé de plusieurs aléas, mais on a omis de citer certaines personnes, d'évoquer certaines personnes qui étaient derrière la réussite de cette grande championne. Et pour en parler, nous avons avec nous en direct de Nice en France Nassar Yefsah, qui est manager en boxe, qui était très proche de l'athlète Imen Khalif pour décrocher cette belle médaille. Il a fait partie du projet médaille d'or. On va le retrouver à partir de Nice. Nassar, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Alors, vous êtes en direct avec nous à partir de Nice. Déjà, quand on évoque le nom Yefsah, les gens vont certainement se dire quel lien avec le regretté Nassar Yefsah et plutôt Smaïl Yefsah. Donc, Smaïl Yefsah qui a été lâchement assassiné, on se remémore. Et vous êtes le cousin de Smaïl Yefsah. Aujourd'hui, c'est le 28 octobre. Avant de vous poser la première question concernant le projet de Imen Khalif, alors qu'est-ce que ça vous fait un petit hommage, on va dire, de votre part à Smaïl, Rabbi Yarhamou? Rabbi Yarhamou, je voulais profiter de ce jour-là, le 28 octobre, qui marque le recouvrement de la souveraineté nationale de la radio-télévision algérienne. Cette date est célébrée comme le début de l'audiovisuel algérien et représente un tournant décisif dans l'histoire médiatique du pays. À cette occasion, je rends hommage au travail exceptionnel de tous les journalistes depuis cette date jusqu'à ce jour. Merci Nassar. On n'oubliera jamais les gens qui nous ont quittés, les journalistes, notamment Smaïl Yefsah, Rabbi Yarhamou. Alors, pour commencer, déjà, on s'est rencontrés à Paris, vous étiez derrière pratiquement le parcours excellent de Imen Khalif, certainement aujourd'hui à tête reposée. Quel est le bilan que vous faites de cette participation d'Imen Khalif et cette belle médaille d'or? C'est un bilan positif puisqu'il y a eu la médaille d'or. Hein. Oui. Pour revenir un petit peu à l'histoire de Imen, tout commence aux Jeux méditerranéens en juillet 2022 à Oran, où j'ai remarqué sa prestation, son potentiel énorme qui ouvrait des voies pour une future participation aux Jeux Olympiques. Dans un premier temps, j'ai évoqué le sujet avec son entraîneur du club et puis depuis cet événement, l'idée du projet individualisé s'est formée. Le projet a été déposé le 12 septembre
accepté le 15 septembre et le début du premier stage aux États-Unis a commencé le 16 janvier 2023. Très bien. En tant que manager et entraîneur, le projet consistait à cibler les lacunes, choisir des experts internationaux, suivre des programmations individualisées d'entraînement, c'est-à-dire évaluer, entraîner, tester en compétition jusqu'aux Jeux Olympiques. Pour que tout cela fonctionne, nous avons également collaboré avec une structure à Singapour pour gérer le budget alloué par le Comité olympique algérien. Cela permet de sécuriser les ressources nécessaires pour un entraînement de haut niveau. Depuis le championnat du monde à New Delhi en mars 2023, le projet a été remodelé en fonction de cette disqualification malheureusement qu'elle a eu humaine, mais le travail d'équipe a prémis sur les difficultés. Le projet lui-même est devenu très complexe car il a fallu trouver de nouveaux ajustements, notamment au niveau de compétition de haut niveau pour qu'elle puisse conserver un degré de performance élevé. Après sa disqualification olympique en septembre 2000, après sa qualification olympique en septembre 2023 à Dakar, elle a réalisé son premier combat professionnel aussi en novembre 2023 à Singapour. Et à cette occasion, un travail marketing pour son image sportive internationale a été réalisé en vue d'un cycle de communication adapté à son talent. Le projet a ainsi avancé jusqu'aux Jeux Olympiques et vous connaissez les résultats qu'elle a eu à Paris avec une médaille d'or, une belle médaille d'or. Et vous faites partie des rares gens qui ont cru en cette médaille d'or des mois avant l'événement. Oui, moi, dès le départ, si vous voulez, dès septembre 2022, j'ai déjà fait un pronostic pour avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques, sachant que le haut niveau est très, très élevé. La boxe féminine a beaucoup progressé ces derniers temps. Et Iman, elle avait vraiment un potentiel. Il a fallu juste encadrer, la prendre en charge correctement avec des experts, travailler sur ses lacunes pour assurer une médaille pour la nation algérienne. Et après l'obtention de cette médaille, quelle conclusion pour ce projet, Iman Khalif? Le projet en lui-même est un projet innovant d'échelle mondiale pour le sport algérien, car il a aussi non seulement produit une réussite éclatante, mais il a apporté une notoriété que l'Algérie n'avait jamais eue pour la boxe auparavant. Il a démontré qu'avec l'expertise nationale et internationale, le sérieux, le suivi, la volonté, il est possible de concrétiser une victoire sportive aux Jeux Olympiques. Cependant, un projet de la sorte doit constamment évoluer et n'est jamais une formule fixe, réplicable à l'identique, car le travail d'individualisation et d'adaptation est continuellement nécessaire. Avec toute mon équipe, nous sommes prêts et motivés pour les prochains défis et échéances afin de ramener encore plus de résultats et médailles pour la nation. Pour cela, nous devons continuer à travailler étroitement et en harmonie avec les athlètes, le gouvernement et les experts de qualité. Et pour conclure, en conclusion, cette expérience souligne aussi l'importance cruciale de bien choisir l'entourage d'un athlète. Oui. Un soutien positif est essentiel, car une mauvaise influence peut vraiment perturber un entraînement de qualité. Voilà, donc tout en sachant qu'il y a du potentiel, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de potentiel en Algérie, il y a d'autres potentiels aussi. S'ils sont pris en charge à temps, 2024-2028, un projet, il y aura aussi des surprises aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Inch'Allah, merci beaucoup Nasser Yefsah pour votre disponibilité. Inch'Allah, on vous reverra Inch'Allah pour un autre projet. Inch'Allah, je vous remercie et je vous remercie le public algérien et à la prochaine Inch'Allah. Et pourquoi pas avoir un autre projet, avoir d'autres médailles pour l'Algérie Inch'Allah.
Inch'Allah, merci Nasser Ifsah. Je rappelle que vous êtes manager en boxe et vous êtes installé à Nice. Voilà, donc certainement le langage technique vous réjouit. Vous également. Ben oui, certainement. On n'a pas eu assez de temps pour poser certaines questions au manager parce que parfois c'est un langage de technicien. Le manager a droit au regard sur le plan technique et la progression d'un athlète parce que c'est lui qui met, si vous voulez, les mécanismes de la réussite. Moi, je voulais poser par exemple la question, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème de travail en commun avec l'entraîneur et avec l'entraîneur algérien d'abord et l'entraîneur étranger, Cuba. Je crois que c'est un Cubain. Donc voyez-vous, c'est toute cette harmonie, si vous voulez, qui fait la réussite. Quand on arrive à travailler en collaboration, pardon. Il a insinué d'ailleurs. Il a insinué, mais je voulais quand même pousser Monsieur Ifsah à nous dévoiler certaines choses parce que souvent, notre problème en Algérie, le travail en collaboration, il est très difficile à le mettre en place. Et on l'avait dit dans plusieurs séances, si vous vous rappelez, Khalif, elle a été mise dans une sphère de préparation de haut niveau aux États-Unis. Et il l'a dit aussi aujourd'hui. C'est lui qui est derrière. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut si on veut gagner des médailles. Mais il ne faudrait pas attendre la dernière année. C'est aujourd'hui pour les JO de 2028. Par contre, vous venez de le dire, il ne faut pas attendre et surtout il faut bien reprendre la préparation avec des objectifs bien définis. Juste après, juste après avoir géré l'euphorie du succès. Mais oui, justement. Vous savez, moi, j'espère que actuellement, après le succès, que notre boxeuse est bien entourée, parce que il faudrait qu'elle reprenne. Il faudrait pas que je vais pas aller jusqu'à dire la médiatiser, la faire sortir d'une sphère de... Oui, il faut la médiatiser, mais d'une manière bien canalisée pour qu'elle reste dans sa concentration pour les JO 2028. Ça, si elle n'opte pas pour le professionnalisme. Et on dit généralement c'est difficile d'atteindre le haut niveau et c'est encore plus difficile de le maintenir. De le maintenir. Et effectivement, c'est très très délicat parce que l'athlète en lui-même, il s'est donné à fond pendant 4 ans pour avoir... Donc il y a une grande pression pour avoir cette médaille. Elle l'a eu. Maintenant, il faudrait une autre dimension d'entourage, une autre motivation, si vous voulez, pour qu'elle puisse réitérer encore une fois au JO 2028. Et encore faudrait-il qu'elle ait encore plus faim pour avoir d'autres médailles. Plus fin, oui, et il faudrait savoir la motiver. Vous savez, c'est tout un travail d'un groupe, pas uniquement l'entraîneur, du psychologue, pour la remotiver, pour la pousser davantage, etc. La mettre dans une sphère, si vous voulez, la préserver. Voilà ce que je voulais dire. La préserver de certains paramètres parasites. Elle a été privée de la finale du championnat du monde à cause de l'affaire qu'on connaît tous. Et je pense que ça va la motiver, ça sera le prochain objectif, le championnat. Voilà, Inch'Allah, elle trouvera sa motivation. Merci Sid Ahmed pour ces informations. Merci Bedardine Belhadjouja. Merci à vous. On se voit lundi prochain, toujours même heure, à partir de 18h, avec nos amis téléspectateurs. Merci à Yasmine Ouadi, notre réalisatrice. Merci à Hanan Belkhairi, notre script, et toute l'équipe du studio numéro 2, menée par le grand Mohamed Stoul. À lundi prochain.